Nous sommes maintenant avec Mme Ange-Aimée Bergeron, qui est doula et qui est également massothérapeute. Madame Bergeron, ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va très bien, merci. Fantastique. Je vous remercie d'abord d'être avec nous pour nous expliquer tout d'abord ce qu'est une doula, ce que fait une doula et comment une doula peut être utile à toutes les personnes qui sont enceintes et qui veulent peut-être utiliser une façon de faire un petit peu moins traditionnelle. Ah oui, c'est une excellente question. Premièrement, les gens se trompent souvent entre une doula et une sage-femme. Mais en fait, une sage-femme, c'est vraiment un suivi médical, c'est un diplôme universitaire, c'est un travail en maison de naissance. Une doula, c'est vraiment plus un support physique et émotionnel. On peut avoir toutes sortes de formations connexes. Souvent, les doulas font d'autres choses aussi, comme moi, je suis massothérapeute. Sauf qu'à la base, on fait une formation à une école reconnue. Puis ensuite, on est équipé pour donner les cours de préparation à la naissance. Donc, on fait les cours prénataux, qui sont un peu différents de ceux du CLSC, qui sont plus complets, si je pourrais dire. Puis, on se présente à l'accouchement. Donc, on connaît la famille, on a notre téléphone ouvert à partir de la 37e semaine, 24 heures par jour. Donc, on se rend sur les lieux de la naissance, puis on reste présent tout le long de la naissance, jusqu'à temps que le bébé soit né, je dirais au moins 2 heures après. Puis, on a une rencontre en postnatal à la maison, en privé, après le ciné. Vous avez dit quelque chose que j'ai trouvé super intéressant. Vous avez dit que c'est du support physique et c'est du support également émotionnel. Le système de santé québécois n'est pas reconnu, disons, pour la proximité qui peut se développer entre le soignant, entre le médecin et le patient. Est-ce que donc cette possibilité de développer une intimité émotionnelle, un soutien émotionnel avec vos patients, les personnes que vous accompagnez, est-ce que c'est quelque chose qui vous a attiré dans ce milieu-là? Ah oui, c'est sûr, à 100%. En fait, j'étais massothérapeute à la base. Ça fait depuis 2005 que je suis massothérapeute, donc 20 ans. Puis, j'aimais beaucoup, c'est ça, travailler un à un avec les personnes. Puis, je trouve qu'il y a déjà beaucoup de similitudes entre la massothérapie et l'accompagnement à la naissance parce qu'on est dans la... C'est vraiment dans la... Bien, on ne fait pas le support émotionnel en massothérapie, mais par contre, on est vraiment proche des personnes, on est dans le toucher, on est dans la bulle des gens. Mais par rapport au support émotionnel, c'est sûr que qu'est-ce que les clients apprécient, c'est que peu importe le nombre de chiffres qui passent en soins, parce qu'aux 8 heures, les infirmières changent de corps de travail. Le médecin aussi, on ne sait pas c'est lequel qui va être présent. Il y en a plusieurs qui rencontrent au courant de la naissance. Mais là, la doula est là, puis elle est présente pour soutenir la personne. Oui, dans toute sa vulnérabilité, je pourrais dire. C'est sûr que donner naissance, accoucher, c'est un moment... C'est le moment le plus vulnérable de la vie d'une femme, oui, je peux comprendre. Oui, c'est ça. Tu sais, autant que la femme est forte, elle est faite pour accoucher, mais de mettre un contexte qui facilite ça. Donc, c'est sûr que c'est parfait que les infirmières, les médecins soient là parce qu'on a besoin d'eux, puis de la surveillance et tout. Sauf que la doula, c'est ça. Elle est là pour combler, je dirais, oui, sans... Vous apportez une stabilité additionnelle comparativement aux soignants traditionnels. Mais c'est certain que, vu qu'on a fait les cours de préparation à la naissance avant ensemble, bien, on se connaît. Je connais déjà les désirs de la personne. Ouais. On a déjà parlé à l'avance des interventions possibles, de qu'est-ce qu'ils préfèrent. Donc, eux, ils n'ont plus besoin de se soucier de ça, puis ils peuvent se concentrer plus sur qu'est-ce qu'ils ont à vivre. Moi, j'ai une petite question, là. Massothérapie, c'est un milieu quand même... c'est un environnement contrôlé. On sait ce qui se passe lorsqu'on donne un massage à une personne. Un accouchement, c'est tout le contraire. Il y a des choses qui peuvent arriver qu'on ne peut pas prévoir. Ce n'est pas aussi, disons, hermétique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris lorsque vous avez accompagné votre première personne lors d'un accouchement? J'imagine que oui. Là. Oh oui, c'est certain que l'intensité de l'accouchement... C'est pas possible de se préparer pour ça. Vous pouvez le lire dans vos bouquins, vous pouvez étudier, mais lorsque vous ne l'avez pas vécu, c'est difficile à comprendre. Là. Oui, il y a beaucoup d'imprévus. C'est sûr, un accouchement, mais la base qui est vraiment
importante puis appréciée de toutes les personnes, la personne qui vit l'accouchement, mais aussi le conjoint, la doula, c'est de se ramener dans le présent, une contraction à la fois, de ne pas justement être dans le qu'est-ce qui pourrait aller mal ou qu'est-ce qui se passe comme de pas correct, parce qu'à ce moment-là, on vient dans un cycle de tension, de peur, de douleur qui augmente. Donc, c'est ça. De revenir, on apprend des techniques de respiration, de se recentrer. Pouvez-vous approfondir un petit peu cette notion de se concentrer sur le présent? Parce que vous avez dit ça, puis moi, la première chose à laquelle j'ai pensé, parce que j'ai jamais accouché, mais la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est quand une personne court. Disons qu'on court un marathon. Rendu au kilomètre 5, il faut penser au kilomètre 6. Il ne faut pas se dire « Ah, merde, il me reste 36 autres kilomètres à courir. Fait que c'est se concentrer sur ce que je peux voir devant moi, ce que je peux toucher, voir, ce qui va arriver prochainement pour ne pas se décourager ou pour ne pas comme, perdre d'espoir. Puis expliquez-nous un petit peu l'importance de ça, de s'accrocher au présent. Oui, je pense que vous l'avez quand même résumé une partie. C'est certain que oui, pour pas, comme vous dites, se décourager puis d'être dans l'anxiété de plus tard. Non, parce que parfois, ça peut aller très vite du début, parce à l'hôpital, ils mesurent des fois le col, comment il s'ouvre pour laisser passer le bébé. Oui. Mais ça ne veut rien dire. Des fois, il est ouvert à un certain nombre de centimètres, puis ça peut passer très vite à beaucoup. Mais si jamais ils voient que c'est pas beaucoup, ça n'a pas augmenté rapidement, mais là, ils peuvent se décourager. Fait que c'est sûr qu'il faut se centrer, je dirais, de prendre le temps de juste respirer, parce que chaque contraction, c'est comme une vague. Ça vient, ça augmente, puis ça descend et ça repart. Donc, si on est capable vraiment de la vivre une à la fois, mais ça paraît moins comme une montagne. C'est vraiment une bonne technique simple. Vous dites une chose avec laquelle, pas que je suis en désaccord, mais je veux qu'on en parle pour savoir si je suis en désaccord. Parce que l'une des choses les plus importantes pour un être humain, c'est de savoir que nous sommes en contrôle de notre vie et que si nous travaillons sur nous-mêmes, nous pouvons améliorer le cours de notre vie. Savoir que ce que je peux faire au quotidien peut changer ma vie, peut améliorer ce que je suis, ce que je vis. Vous dites par contre que la naissance, la façon dont une personne naît peut affecter le cours d'une vie. Puis ça va, si on veut, un petit peu à l'encontre de ça, dans le sens où moi, je n'ai pas de contrôle sur comment je vais naître. C'est quelque chose qui est dans mon passé et j'étais hors de contrôle de ça. Donc, comment est-ce qu'une chose qui arrive au tout début d'une vie, sur laquelle je n'ai pas le contrôle, peut affecter une personne pour le reste de sa vie et comment sa vie va se développer? OK. Je pense au début, j'avais mal compris un peu la question, mais c'est sûr que il y a beaucoup de choses qui se passent à la naissance, oui, qui nous affectent. Comme, mettons, si on a une naissance un peu plus, comment je pourrais dire, traumatisante, si la mère a eu une césarienne, ça, on pourra en reparler, mais il y a une naissance sur 3 en ce moment qui se passe en césarienne. Okay. Donc, c'est sûr que l'allaitement va être affecté. C'est plus difficile de débuter l'allaitement, si l'allaitement est affecté. Le lien, attachement mère-enfant peut être plus difficile aussi si la mère émotionnellement a trouvé ça plus difficile comme épreuve. Mais c'est sûr que par rapport au contrôle, il y a plein de choses qu'on peut faire avant, pendant les cours prénataux, pour avoir le maximum de contrôle sur la naissance, qui peut aider. Parce qu'on va être moins dans la peur quand on connaît ce qui nous attend. Tu sais, quand on connaît à peu près les stades de la naissance, qu'est-ce qu'on peut ressentir, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que la personne qui accompagne peut faire pour nous supporter. Puis c'est important d'avoir réfléchi à ça avant, parce que notre cerveau, pendant l'accouchement, change. Les ondes cérébrales ralentissent. Il faut être capable de ne pas réfléchir. Ce qui est plus difficile si on n'a pas réfléchi à l'avance. C'est peut-être moi qui avais mal compris, parce que moi, je pensais que vous disiez que, disons que moi, je suis né en 1992. Ça fait un petit bout. Si ma naissance s'était mal passée, moi, je pensais que vous vouliez dire que la mauvaise naissance de moi aurait pu affecter la vie à moi. Mais là, ce que vous dites, c'est ça affecte la vie de la mère. Bien, en fait, Ou les deux? C'est sûr que ça affecte, je pense que ça affecte, oui, les deux. Okay. Puis je pense qu'il faut porter une grande importance à la naissance. Souvent, on dit « Ah, le bébé va bien, la maman va bien » parce qu'ils sont en santé, parce qu'ils sont vivants. Mais des fois, ça va au-delà de là. En fait, se sentir
parce qu'il y a un gros taux de personnes qui sentent qu'ils ont eu un accouchement traumatique. Mais ça, c'est leur vision. C'est sûr que pour eux, avec les outils qu'ils avaient, avec qu'est-ce qui s'est passé, ils ont trouvé ça traumatisant. Une autre personne pourrait dire, moi, j'ai eu une césarienne puis j'ai pas trouvé ça traumatisant. Fait que, tu sais, c'est propre à chacun puis il faut faire attention, je pense, avec le traumatisme, mais il faut pas nier non plus que c'est ça que la personne a vécu puis que ça peut affecter, oui, les premiers mois de vie. On vit dans un monde qui est malheureusement de plus en plus polarisé. C'est difficile pour les gens de mettre de l'eau dans leur vin puis de trouver des compromis puis de voir le monde du point de vue d'autres personnes. Et donc, d'un côté, on a la science du corps et de l'autre, on a l'intuition du cœur. Comment est-ce que vous faites pour marier les deux dans ce que vous faites? Parce que, encore une fois, c'est un milieu où les deux sont importants, j'imagine. Oui, c'est sûr qu'on a besoin de... En fait, comment que je procède quand on fait les cours prénataux, je travaille vraiment fort pour tout rassembler au même endroit, pour avoir vraiment une préparation qui est autant scientifique, parce qu'on voit les faits. Je me base sur des recherches, les dernières recherches qui ont été faites, donc c'est des faits objectifs. Donc, les gens peuvent connaître les interventions, leurs alternatives, les risques, les bénéfices et tout. Fait que ça, ce côté-là, je trouve que c'est très scientifique. Mais aussi, j'ai mis des méditations en ligne, j'ai mis des entraînements qui sont ciblés pour le corps de la femme enceinte. J'ai fait une formation de 5 mois qui est juste pour ça. Donc, je pense que c'est essentiel d'avoir la préparation aussi physique et mentale parce que, comme je disais, j'ai parlé un peu du cerveau qui changeait pendant la naissance, mais on ne peut pas se servir de son cerveau rationnel pendant qu'on accouche. Puis, ça, c'est, en fait, à cause de ça, il faut être capable que l'autre personne qui accompagne soit au courant. C'est pour ça qu'on fait les cours prénataux ensemble. Ouais. Le partenaire, la partenaire, c'est quoi faire, comment agir. Puis l'autre personne peut être plus dans son côté de cœur, plus dans ses ressentis, plus dans son corps. Puis c'est sûr que si elle a pratiqué ça pendant la grossesse, bien, c'est plus facile d'atteindre ses ressentis, son intuition, qu'est-ce que son corps lui dit. Lors de la grossesse, est-il plus important pour une femme de se préparer physiquement ou de se préparer mentalement / émotionnellement? Et à quel moment dans les deux processus est-ce que le partenaire peut intervenir et accompagner cette préparation-là? C'est sûr qu'à partir du 2e trimestre, on commence à envisager les cours de préparation à la naissance. Puis, je dirais ça, c'est sûr que préparation mentale et physique, le partenaire est moins, comment je peux dire, il ne va pas faire les exercices pour se préparer son corps, ni la méditation, mais c'est important qu'il soit au courant que l'état de conscience de la femme qui accouche change, puis de favoriser cet environnement-là. Qu'est-ce que vous voulez dire par l'état de conscience change? Oui, c'est ça, vraiment. Le cerveau de la femme qui accouche change, dans le sens que les ondes ralentissent, puis on tombe vraiment à un genre de transe. On est un peu dans une zone. OK, c'est un changement physiologique. Oui, okay. C'est vraiment notre corps super bien fait. Les hormones sont là pour ça. C'est sûr que si vous avez reçu de la médication, ça affecte cette belle chimie-là d'hormones naturelles. Fait que ça, c'est bien de le savoir avant. Comme ça, avant de prendre des décisions, bien, on a un choix plus éclairé. Mais je dirais, pour revenir à votre question sur la préparation mentale et physique, qu'est-ce qui est le plus important? C'est certain que ça dépend de la personne. Si la personne, c'est quelqu'un d'active, qui a fait des mouvements un peu, dans son quotidien, qui bouge, parce que si on est assise 8 heures par jour, bien, c'est certain que la mobilité de notre bassin est moins grande. Tout ce qui... Quand on est assis sur son sacrum, ici, c'est en arrière, là, quand on est assis sur son sacrum, on a des ligaments qui se rapprochent. Puis tout ce qui se rapproche, qui n'est pas utilisé, va se durcir, se rigidifier. Fait que c'est sûr que pour le passage du bébé à la fin, on veut quelque chose qui peut se laisser aussi s'étirer naturellement. Puis ça, j'ai des exercices spécifiques à ça. C'est certain que je conseille toujours à mes clientes qui sont assises 40 heures par semaine d'en faire. Puis aussi, de la façon qu'on s'assoit peut influencer. Donc, des fois, c'est des petits trucs, là, ça n'a pas besoin d'être compliqué.
Mais c'est ça, j'ai mis 2 entraînements de 15 minutes sur ma plateforme en ligne qui sont super simples à faire pour préparer le corps. Puis on parle aussi de la poussée dans les cours prénataux pour protéger le plancher pelvien lors de la sortie du bébé. Donc, on a des techniques qui ne sont pas nécessairement enseignées à l'hôpital. Donc, c'est super intéressant de les savoir avant. Pour les personnes comme moi qui ont été athlètes, qui ont eu un passé très, très, très régimenté au niveau de leurs entraînements, puis ça prend comme étape par étape, combien de temps, ceci, tel exercice. Combien de temps devrait consacrer une femme enceinte à partir du 2e trimestre, vous avez mentionné, à sa préparation physique? Bien, faut faire attention pour ne pas être dans la performance. Je pense que... Pas la performance, mais... Savoir un peu à quoi s'attendre. Oui, c'est ça, parce que, je veux dire, on veut que ça se passe le mieux possible, et j'imagine que le plus de temps qu'on passe à se préparer, ça va aller mieux. Oui, c'est certain. Mais je dirais quelques fois par semaine de faire les exercices dont je parlais, les séances de 15 minutes. Puis la préparation mentale, c'est d'y accorder du temps, surtout dans le 3e trimestre. Je dirais, on peut le faire à tous les soirs, écouter la même méditation. Puis vous pouvez l'amener le jour de la naissance aussi pour vous remettre dans cet état-là plus facilement. Et que oui, c'est certain que si on veut un bel équilibre de préparation physique et mentale. Est-ce que c'est possible pour une personne de faire appel à vos services tout en ayant recours aux services du système de la santé? Ah, bien sûr. Souvent, les gens font les cours gratuits du CLSC, puis ils trouvent qu'il y a un manque un peu, surtout dans tout ce qui est gestion de la douleur, puis le mouvement pendant la naissance, parce que je donne des astuces pour faciliter la descente du bébé dans le bassin. Mais les couples, ils veulent... C'est ça, ils sentent, ils disent « OK, non, on veut être outillés ». Ça, c'est mon cours le plus populaire là, de préparation, gestion de la douleur et mouvement, que je l'appelle. Puis, rappelez-moi, vous n'êtes pas là au moment de la naissance. Quand on m'engage comme doula, comme accompagnante à la naissance, là, je suis sur appel à partir de la 37e semaine, oui. Puis, vous avez mentionné tantôt que vous êtes là jusqu'à après 2 heures après la naissance? Oui, c'est ça, au moins. Dépendamment de comment ça se passe, là, on y va vraiment cas par cas. Mais c'est certain que les premières heures pour le débuter l'allaitement sont importantes. Donc, on essaie de mettre ça en place, puis de mettre, c'est ça, il y a toujours des petites interventions de routine pour le bébé qu'on peut voir ce qui a été choisi d'être fait. J'imagine que vous développez des relations très, très, très étroites. Je veux dire, ça fait partie de la game. Vous devez développer des relations très étroites avec les personnes que vous accompagnez. Est-ce que encore, disons, des années plus tard, ils vous appellent encore pour vous parler de leurs enfants? Est-ce que vous avez développé des relations avec les enfants que vous avez aidés à mettre au monde? Ou est-ce que, lorsque vous avez fini, je t'ai aidé, je t'ai accompagné, on met un terme à cette relation? Ou est-ce que la relation continue de se développer par la suite? Ah, mais je trouve que c'est vraiment privilégié de pouvoir être là. Puis oui, de les revoir par la suite. Souvent, je propose à mes clients qui ont donné naissance d'aller les masser à la maison après. Okay. Puis, je ne fais pas toujours du massage à domicile, mais ça, c'est un beau moment pour le couple. Un à la fois s'occupe de l'enfant. Puis, c'est sûr, oui, quand je les croise, puis vu qu'ils souvent mes clientes, c'est surtout les femmes, mais ils viennent en massothérapie par la suite, fait que je les vois, je continue de les voir. Qu'est-ce que vous pouvez offrir aux personnes que vous accompagnez que le système de la santé ne peut pas offrir? Bien, c'est certain que, comme j'ai mentionné tantôt, c'est la présence en continu. Je pense que c'est vraiment ça qui est apprécié. Donc, autant qu'on passe, c'est ça, on passe, oui, les cours prénataux ensemble, qui sont super, on voit ça. Parfois, je fais juste ça, mais à l'hôpital, c'est vraiment d'avoir une personne qu'on connaît, parce qu'on ne sait jamais sur qui qu'on peut tomber. Les infirmières sont géniales, mais d'avoir quelqu'un qui nous supporte, qui nous connaît, qui est là, peu importe le changement. Est-ce que c'est un petit peu comme un membre additionnel de la famille pendant le processus? Bien, ça reste... ami additionnel? Oui, c'est ça. Je pense que ça reste professionnel. Il y a des gens que je connais plus que d'autres. C'est sûr que quand j'ai des amis qui me le demandent, j'ai un fait. Vous êtes un petit peu plus investi là-dedans? Oui, c'est ça. Puis je me suis déplacée des... Vous êtes autant investi, je m'excuse, c'est pas vrai. Mais ça reste... ça reste toujours quand même... c'est sûr que
c'est professionnel, mais moi, en tant qu'accompagnante, je prends pas la place du partenaire. C'est sûr que c'est leur naissance, c'est leur expérience ensemble. Fait que, oui, je suis investie, mais qu'est-ce que j'essaie de faire aussi, c'est de protéger leur espace. Des fois, c'est de prendre le relais, oui, parce que le partenaire est fatigué, on s'alterne, mais tu sais, je prends pas une si grande place, je pense. Je pense qu'ils me font confiance, puis ils aiment ça, avoir comme ça. Ils ont confiance qu'ils vont avoir quelqu'un comment je pourrais dire? Qui est un professionnel, qui sait, tu sais, justement, en plus, c'est sûr que le fait d'avoir le toucher, les gens apprécient avoir les massages pendant l'accouchement, mais on avait déjà vu les techniques de soulagement de la douleur ensemble, et que le conjoint peut en faire aussi. Mais bref, il n'y a jamais personne qui me dit avoir eu trop de support. Oh, tu sais, à un accouchement, il y a plus de gens qui ont dit « Ah, j'ai regretté de ne pas prendre plus de support parce que, justement, les infirmières, finalement, ben je les connais pas, sont gentilles, mais je les connais pas. » C'est ça. Pour les personnes comme moi, qui ne seront jamais enceintes, qui peut-être un jour auront le privilège d'avoir une conjointe, personne dans leur vie qui va mettre au monde ses enfants, conseillez-nous, qu'est-ce que le partenaire, comment doit-il agir pour être le plus possible au soutien de sa partenaire? Est-ce que c'est prendre un petit peu de recul puis faire quelque chose quand on te dit de le faire? Est-ce que c'est d'être très, très, très encourageant et très, très, très vocal et prendre la place? Comment est-ce que nous devons agir pour que ce soit le mieux possible pour elle? Oui, bien c'est sûr que c'est super de voir comment que les conjoints, ils s'impliquent puis ils veulent être présents, puis c'est bien parce que c'est comme on a remis les hommes dans les salles de naissance, mais on leur a pas dit, tu sais, quoi faire. Fait que c'est un peu ça, les cours prénataux, qui sont appréciés. Puis, ben parce que c'est vrai que la personne, le jour de l'accouchement, ne sait pas comment qu'elle va réagir. D'un accouchement à l'autre, aussi, sa chance. C'est que peut-être qu'elle pensait aimer les massages, mais finalement, elle dit non. Tu sais, reste dans la pièce, mais sort pas. Il y a toutes sortes d'histoires qu'on entend. Mais je pense que l'important, c'est de croire en elle, d'être présent à 100%, puis oui, d'avoir, c'est ça, tous ces petits, je dis mon coffre à outils pour avoir, c'est ça, toutes les techniques pour soulager, mais tu sais, de ne pas attendre avant qu'elle dise qu'elle a faim pour lui proposer quelque chose, qu'elle a soif. Il faut quand même, je pense, être là, puis à la limite, la femme va dire non. Elle va dire, OK, non. Fait que c'est mieux de se faire dire non que de se faire dire « fais quelque chose ». Je pense que oui. Puis, tu sais, il y a toutes sortes de petits trucs que je donne, comme de ne pas manger des snacks qui sentent trop fort ou d'avoir de la gomme, tu sais, parce que ça peut déranger la personne au travail. Tu sais, d'avoir avec toi, tu sais, du café, tu sais, tout, tu sais, le pas de... Tout pour avoir le confort dans la chambre sans avoir besoin de sortir. Parce que oui, elle a besoin de la présence souvent. Tu peux pas nécessairement partir longtemps. Parce qu'un coup que tu arrives à l'hôpital, en fait, il y a une bonne portion de l'accouchement qui se passe à la maison. Oui. Là, on appelle ça la phase de latence, que les contractions ne sont pas aussi fortes. Okay. Mais tu sais, un coup qui sont rendus, qui durent 1 minute ou 5 minutes pendant 1 heure, habituellement, c'est la règle, le 5-1-1. Ça appelle à la maternité, puis là, ils vont évaluer, puis ils vont te dire si tu ne te rends pas. Mais un coup que tu es à l'hôpital, c'est travail actif. On dit actif parce que ça bouge plus. C'est que rendu là, tu quittes moins la chambre, c'est sûr que tu es plus présent, puis à l'écoute des besoins. Si une personne veut faire appel à vos services, où est-ce qu'on vous trouve? Qu'est-ce qu'on Google pour vous trouver? Quel site web? Quelle page de réseaux sociaux? Dites-nous tout cela, s'il vous plaît. Ah oui, ça va me faire plaisir. En fait, j'ai beaucoup de ressources sur mon site Internet, à angeaimée.com. Puis, c'est sûr que je fais du contenu gratuit sur mes réseaux sociaux, autant Ange Aimée, Doula Massage, je pense que c'est sur Instagram. Puis, si jamais vous voulez des cours prénataux, j'en offre en privé. Tu sais, je fais des sessions privées. Si c'est dans les Laurentides, je me déplace sans problème. J'en fais aussi en ligne. On peut en faire à distance. Mais j'ai une super journée là, que je refais qui va être le 30 novembre au domaine Saint-Bernard. Donc, on passe la journée puis on voit tous les sujets qu'on verrait, mais surtout on pratique. Puis, vous avez accès à la plateforme en ligne. J'en ai glissé un mot, mais il y a des entraînements
et il y a des méditations. Et toutes les ressources que j'ai créées aussi. Donc, vous n'avez pas besoin de vous stresser à tout retenir ou tout savoir. C'est vraiment, vous avez des checklists. Les personnes qui accompagnent aiment ça parce qu'ils peuvent savoir, OK, c'est à ça que je peux m'attendre ou qu'est-ce que je peux faire à chaque stage du travail. Donc, même si ça fait beaucoup d'informations, après, vous avez vraiment les résumés. J'essaie de simplifier. Le plus utile possible. Oui. Merci beaucoup. C'est bien apprécié. C'était super intéressant. À la prochaine, peut-être? Oui, ça me fait Merci plaisir. beaucoup. Bonne Bien journée. gentil.